Chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et vous êtes sur Le Gratin. Vous le savez, ce podcast vous fait partir à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des auteurs, des artistes, des athlètes, des chanteurs, des chercheurs et dans ce cas précis, une entrepreneur. Car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Iselis Coste sur Le Gratin. Alors pour vous donner quelques éléments avant qu'on commence sur Iselis, après des études dans le monde du marketing, elle crée la célèbre agence de marketing Mille Merci qui s'appelle maintenant Numberly, cotée en bourse depuis 2006. Non content de ce succès, Iselis décide de voir grand, et c'est ce qu'on aime bien sûr, et quitte la France pour Palo Alto, se lance ensuite dans le développement international de sa société. Mille Merci devient alors, comme je le disais, Numberly, qui emploie aujourd'hui plus de 500 collaborateurs à travers le monde, de Paris en passant par New York, Londres, Dubaï ou Montréal. Je me rappelle, pour tout vous dire, la première fois où on s'est rencontrés avec Iselis. Alors, je ne lui ai pas dit, elle est en face de moi, donc je vais voir sa réaction. Je créais à peine ma propre entreprise Gemio à l'époque, encore naissante, et Iselis, je me rappelle, m'avait profondément impressionnée. Une femme de caractère, une femme qui sait ce qu'elle veut, et a toujours été pour moi une figure forte de l'entrepreneuriat français. C'est pourquoi je suis d'autant plus ravie de l'accueillir aujourd'hui avec moi. Iselis, un grand merci pour ton temps, il y a de ça 10 ans, et bienvenue sur Le Gratin. Merci infiniment, Pauline, d'être là, et merci pour les échanges qu'on avait eus il y a 10 ans. Donc, j'ai aussi gardé un très bon souvenir. Tu as une espèce d'énergie brute comme ça qui est toujours agréable à rencontrer. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez énergique. Iselis, si ça te va, je voulais commencer par parler de ton enfance, de la plus jeune Iselis, et puis aussi de ce prénom un petit peu fou dont on parlait, Iselis. Iselis, c'est quand même assez original, et il me semble avoir lu en faisant mes recherches sur toi que c'est même tellement original que tes parents ont été à l'origine, si je ne me trompe pas, de ce nom. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire ? Mais tout à fait. En fait, donc, moi, je suis la petite dernière de 3 enfants. Et mon frère et ma sœur ont des prénoms qui commencent par Y. Ma sœur s'appelle Yolène, mon frère Yvan. Et donc, j'étais 3e. Moi, j'arrive 13 ans après. Donc, vraiment. Et il manquait de prénoms en Y. Ouais. Voilà, ça devenait compliqué. Et donc, mes parents ont toujours fait beaucoup de théâtre. Ce n'était pas leur vrai métier, mais ils ont toujours fait beaucoup de théâtre. Et dans une des pièces, ma mère s'appelait Iseult et Iselis dans certaines scènes. Et du coup, quand je suis née, ils avaient une liste de prénoms, dont Iselis. Et quand ma sœur, qui avait 15 ans à l'époque, m'a vue, elle a dit elle a une tête à s'appeler Iselis. Et voilà, donc comment je m'appelle Iselis. Alors c'était interdit à l'époque, puisqu'il y avait une liste de prénoms en France. Ça fait une 20aine d'années que la loi a changé. Et Ils ont bravé la loi. Et ils ont bravé la loi, c'est-à-dire que mon père a dit à l'employé de mairie, moi je suis aveyronnaise, a dit à l'employé de mairie que c'était breton, donc l'Aveyron s'est incliné devant la Bretagne et a accepté mon prénom à mon état civil. Voilà comment je m'appelle Iselis. C'est drôle cette histoire, et c'est marrant parce que du coup on voit que déjà tes parents t'ont donné quelques exemples de casser les cadres, donc c'est intéressant. Justement, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton enfance ? J'aime toujours cette période parce que je trouve qu'elle évidemment elle nous forme beaucoup. Une question que j'aime bien, c'est quelles sont peut-être les valeurs ou les enseignements que tes parents t'ont transmis, qui t'ont particulièrement marqué encore aujourd'hui ? Alors moi, j'ai eu une éducation particulièrement post-lacanienne, avec des parents donc qui n'avaient pas de cadre, pas de règles, pas d'interdit. Il fallait se créer son cadre, et en plus, j'étais en plus de ça la petite dernière, donc vraiment... j'avais pas de règles vraiment déterminées. C'est-à-dire que, je suis désolée de t'interrompre, mais on te disait pas de faire tes devoirs, on te disait... Non, mais mes parents, pourtant ma mère a été instite très longtemps, elle a fait des études de psycho, puis après elle a été instite très longtemps. Mes parents n'ont jamais regardé un cahier de toute ma scolarité. Donc une éducation volontairement très post-lacanienne, et donc avec une liberté un peu peut-être surprenante, et voilà,
en tout cas l'obligation de se construire son propre cadre avec un goût du faire dans ma famille. On a toujours fait ensemble, construit des choses, fait des choses. C'est un goût de faire, hein, plus qu'un goût peut-être de réfléchir ensemble. Quelque chose qui me parle beaucoup. Justement, alors tu vas me dire que je t'ai complètement stalké, mais c'est un peu mon métier maintenant. Il me semble être tombée sur une anecdote que j'ai trouvée vraiment intéressante et je pense qu'elle pourra peut-être ouvrir justement l'esprit de certains de nos auditeurs sur la théorie de la tomate. Est-ce que tu pourrais me parler de la théorie de la tomate ? La théorie de la tomate. Ça te dit rien ? Mais non. Il me semble avoir lu que justement, et c'est pour ça que je rebondissais sur l'action versus la réflexion, que pour tes propres enfants, parce que tu en as 3 aujourd'hui, tu leur apprenais à faire pousser des tomates. Exactement. Alors, pardon, du coup, j'étais dans mon enfance où on faisait pousser beaucoup de tomates, effectivement. Hein, moi, donc, je suis aveyronnaise et ma famille, on a des brebis, on fait du lait pour Roquefort. Hein, donc, vous voyez, c'est assez terroir comme... Et il y a toujours eu des jardins chez moi et on jardinait, on faisait grandir des choses. Mon père trouvait qu'il y avait un problème aussi il y avait plus de perdreaux en Aveyron et donc on élevait des perdreaux pour les relâcher en fait, hein, des perdreaux rouges, c'est assez intéressant. Donc on avait une couveuse, on allait tourner les œufs, on faisait éclore des perdreaux, c'est merveilleux, hein, ça fait 3 grammes à la naissance, c'est un truc magique. Donc, alors le perdreau, c'est plus compliqué à Paris, hein, donc c'est vrai que je me suis rabattue sur la tomate, qui est quelque chose d'assez simple, ouais, c'est intéressant de voir l'impact qu'on a sur les choses et de prendre le temps de les voir grandir. D'ailleurs, quand on rentre dans la cour en bas, il y en a aussi pas mal de tomates. Du coup, on en fait un peu trop avec mes enfants, donc j'en mets aussi au bureau. Et c'est important de retrouver ce sens du temps aussi. Je trouve que voilà, on a besoin de se dire que on a des impacts à plusieurs horizons temporels. Alors, les tomates, en gros, c'est 6 mois, hein, entre le temps de le planter et le temps de le manger et que ça se termine, que ça meurt, parce qu'à la fin, ça meurt, ce qui est aussi fait partie des choses de la vie. Et voilà, et arriver à ressentir, à vivre ces différents impacts, horizons temporels, immédiats, moins immédiats, très long terme. Je trouve que c'est important. Écoute, un conseil que peut-être certains vont appliquer, parce que c'est vrai que je trouve qu'on reste souvent focalisé, tu vois, sur une éducation académique. Et au final, ce genre de valeur toute simple est tellement plus parlant quand on est enfant, de voir pousser quelque chose, de le voir grandir. Enfin, ça apprend la valeur justement du temps qui passe. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Pour revenir à toi, ton enfance, tu te rappelles de ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Alors moi, je voulais être marchande de laine. Marchande de laine. Ouais. Alors, bon, le métier de Numberly n'est pas très loin du métier de marchande de laine. Hein, mais je sais. Ouais, je voulais être marchande de laine parce que à l'époque, ma grand-mère, elle recevait des catalogues. Et dans les catalogues, il y a des catalogues avec des échantillons de laine super bien rangés par couleur. Alors, je pense que c'est mon goût des bases de données, du rangement, d'un truc voilà, un peu carré. Parce qu'au fond, j'ai eu une éducation très libre et au final, je suis quelqu'un d'assez carré. On est obligé de se construire. Hein. Alors moi, voilà, c'était ma façon de le faire. Et donc, ça ressemble, voilà, une base de données. Hein, c'est des cases dans lesquelles on a des plots de laine qui se ressemblent entre elles, un peu moins entre les autres. Donc, et puis, dans mon métier, il y a aussi une partie qui est quand même du facing client et du commercial. Mais oui, je voulais ça, je trouvais ça... Alors, j'ai jamais tricoté de ma vie, hein, pour le coup, donc je n'ai pas de capacité complètement. Je serais une très mauvaise marchande de laine. Mais ouais, c'était ce que j'avais envie de faire. Mais finalement, tu décides de t'orienter vers des études dans le marketing, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Oui, alors dans l'économie, dans le commerce, j'aimais les maths globalement, j'aimais la tech déjà, issue d'ailleurs d'une frustration dans mon enfance peut-être, mais j'ai toujours été attirée par la tech. La science,
Ouais, les maths, la techno, et puis moi, c'était voilà tout le début, l'arrivée des Atari, des jeux avec mes copains, et j'étais, je crois, c'était l'anniversaire de mes 10 ans, de mes 10 ans, et moi, je voulais une console à l'époque, c'était des petites consoles, hein, c'était de l'Atari essentiellement, et donc je voulais ça, et mon père m'a dit: «Je vois pas bien pourquoi je t'offrirais une machine à écrire», donc il m'a offert un vélo. Et alors je lui dis: «Mais moi, je n'aime pas le vélo en fait, ça ne m'amuse pas», surtout que c'était un vélo de course, qui me plaisait pas du tout, et donc je lui dis: «Non, je veux pas un vélo», et mon père m'a offert un vélo. Je ne suis jamais montée dessus. Je l'ai toujours en revanche, mais du coup j'ai fait de la tech et pas de vélo. C'est fou comme histoire, comme quoi parfois, malgré le cheminement que nos parents veulent nous imposer, on prend la voie complètement inverse. Donc tu me disais que voilà, tu avais on va dire cette, réflexion, pour, tout ce qui était scientifique ou en tout cas technologique. C'est drôle parce que quand même, à l'époque, on peut le dire, on n'est pas exactement de la même génération, mais quand même, à peu près. Moi aussi, j'ai eu un Atari et pourtant, à l'époque, j'étais peut-être la seule de ma classe, en fait, à même savoir ce que c'était, sans parler du fait que j'étais une fille. Alors, toi, en plus, dans l'Aveyron, je peux imaginer que c'était encore une autre paire de manches. Comment t'es tombée là-dedans? Parce que je me dis, tu vois, si en plus tes parents n'étaient pas, eux-mêmes intéressés par ça, c'est souvent quand même des culturels. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette appétence pour, comme tu dis, le rangement, mais peut-être plutôt les mathématiques ou en tout cas cet aspect technologique? Moi, j'avais des bons copains qui étaient assez, ouais, assez geeks déjà à l'époque, qui sont toujours des bons copains d'ailleurs, et donc c'est important, quand on se construit, mais toute sa vie, mais en particulier quand on est jeune, grâce aux gens qu'on rencontre, que ce soit des gens, quand on est plus jeune, des adultes, ou bien ses pairs, et j'ai eu la chance, je pense de rencontrer, ouais, des gens qui m'ont apporté beaucoup, et à la fois des pairs et puis, ce que les Américains appelleraient des mentors, ou en tout cas des adultes, dans lesquels on peut se projeter, et donc oui, cet écosystème-là m'a amené sur des chemins, différents, de l'entourage proche, que je pouvais avoir, oui. Et donc tu décides, de te lancer, dans ces alors je sais pas si on appelle ça quoi? Du marketing, de Alors, l'économie? de l'économie, ouais. Donc moi, j'ai fait un bac, de maths, quoi, C à l'époque, on appelait ça, et puis, j'ai fait une année de prépa, qui objectivement, m'a vraiment pas amusée, en fait, hein, je voyais pas bien l'intérêt. Prépa scientifique? Ouais, une prépa scientifique. J'ai jamais été quelqu'un de fondamentalement scolaire, même si, j'ai fait, des études à rallonge, une thèse et cetera, mais, j'ai mon bac à l'oral. Pour tous les parents qui ont des enfants, c'est pas grave si vos enfants ont le bac à l'oral, ça peut arriver. Et on peut faire de Heu, belles choses après. On peut même donc ne pas avoir son bac et faire de belles choses après malgré tout. exactement, donc voilà, j'ai eu mon bac à l'oral, je suis quand même, heu fait une prépa, HEC, puisque je voulais faire globalement du commerce. Alors ce qui là était quand même, aussi, hein, moi dans mon frère, ma sœur sont médecins tous les 2, donc quand j'ai dit que je n'allais pas faire médecine, ma sœur m'a dit: «Mais donc tu ne fais pas d'études en fait?» J'ai dit: «Si, mais d'autres études, je voudrais faire du commerce». Alors je me souviens de ma sœur me disant: «Bah, tu fais médecine, puis après tu feras du commerce si tu veux». Ah, j'ai dit: «Non, en fait, je vais pas faire médecine vu que je ne veux pas faire médecine». Donc Mmh. ça a été, un moment, peut-être le seul moment de ma vie où j'ai senti un peu de conformisme Mmh. familial, où vraiment quand même tout le monde avait toujours fait médecine. Où était le point de ne pas faire médecine? Et donc j'ai fait, cette prépa qui m'a vraiment pas amusée. Hem Et puis, du coup, bah, je suis partie en fait à Paris, on va dire, bah, juste avant ou après les concours, là, vers avril-mai, et j'ai été pris, à l'époque à la Sorbonne en économie, où, le président de la fac était un mec vraiment super. J'avais apply dans pas mal de facs à Paris, en économie, et le mec était vraiment super, et hem parce que changer d'académie, c'était compliqué. Du coup, il m'avait rencontrée,
Il faisait dans son DUG, donc le DUG c'était les 2 premières années, à l'époque on appelait ça comme ça, il faisait intervenir des profs qui avaient des HDR, donc des habilitations à diriger la recherche, donc sur les premières années on avait un contact avec des gens qui étaient des très très bons académiques, donc c'était hyper intéressant. Moi j'ai beaucoup de chance de côtoyer en fait des profs dans les premières années. Après, il y avait des chargés de TD qui étaient des gens plus jeunes, mais vraiment des profs qui avaient un fond académique super, super intéressant. Donc tu te lances là-dedans et si je ne me trompe pas, tu fais de longues études. Tu l'as dit toi-même, tu as fait une thèse, donc c'était quoi, quasiment une dizaine d'années, non? Mais c'est ça, Ouais. c'est ça. Ça a été très long, comme quoi il faut jamais démarrer trop tôt. Il faut prendre son temps, voilà. Et donc oui, très long. Oui, tout Et à je trouve fait. ça particulièrement intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes se disent que quand on fait de longues études académiques, notamment qu'on fait une thèse, ensuite on rentre dans un système académique et on sort un peu, on va dire, de la vraie vie ou d'une vie plus entrepreneuriale ou corporate. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, toi qui as vécu aux États-Unis, les ponts se font plus facilement. Mais en France, moi-même, j'ai fait de longues études. Ça a été difficile pour moi d'en sortir. D'une certaine manière, j'ai été un peu enfermée dans mes études. Toi, à l'inverse, tes études ont été un tremplin, quand même, si j'ai bien compris, pour ensuite créer ta boîte. Et ce qui est un grand paradoxe, puisqu'une fois de plus, c'est très rare, et t'es vraiment, je pense, un cas assez unique, franchement, en tout cas, que je connais pas d'autres cas comme ça, d'avoir utilisé finalement ta thèse pour réussir à créer ta boîte ensuite. Oui, alors tu as parfaitement raison. En France, c'est pas du tout un parcours classique, alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, c'est des parcours beaucoup plus classiques. On a des mondes très silotés entre le monde académique et le monde réel, comme disent les académiques d'ailleurs. C'est terrible. Quand Voilà, on y alors pense. que si tu regardes la Silicon Valley, Stanford, c'est le cœur de la Silicon Valley, c'est vraiment le moteur. Donc, le moteur de la Silicon Valley, il est académique au départ. Donc, c'est même au-delà de la porosité, c'est un accélérateur. C'est pas du tout la vision qu'on en a en France. Et pourtant, je pense que ça fait sens dans le fond. Puisque les études. Alors, moi, j'ai fait des études académiques un peu par hasard, parce que donc, après avoir fait mon DUG à la Sorbonne, je suis partie à Dauphine, où là, j'ai fait un master. Et puis, je suis partie aux États-Unis pendant mon master. Là, j'ai découvert Internet. Et quand je suis rentrée, j'ai quand même vu que ça n'intéressait personne en France, le marketing sur Internet. On était. À l'époque en 95 par là. Donc, du coup, je me suis dit, bon, le monde académique étant un monde normalement un peu plus innovant, je vais faire de la recherche. Donc là, j'avais pas fait le bon master, donc j'ai refait un master recherche. Et une thèse. Mais par hasard, moi, ce qui m'intéressait, c'était la matière, en fait. J'ai vraiment rencontré Internet. J'aimais le marketing quantitatif, relationnel. J'ai rencontré Internet et je me suis dit que ça allait tout changer dans les métiers du marketing, dans la capacité à collecter de la donnée, à vraiment être intelligent avec cette donnée-là. Et donc, cette matière-là, je me suis amusée avec dans le monde académique. Donc, j'ai eu la chance d'être entre Dauphine, Harvard, où il y avait John Deaton qui avait créé le premier labo de marketing interactif. On a créé l'IAB là, en France, qui était l'Internet Advertising Bureau. Donc, voilà, moi, j'étais secrétaire générale avec la première présidente, avec Cécile Moulard. Donc, il y avait une espèce d'énergie autour de ça. Et le monde académique, effectivement, on a créé des cours aussi en marketing, on appelait ça digital à l'époque. Et donc, à Dauphine, à HEC avec Julien Lévy, à l'ESSEC. Et j'ai pu m'amuser avec cette matière dans ce monde-là. Et puis un jour, je me suis amusée avec cette même matière, mais effectivement dans le monde réel. Comment tu as fait le saut? Le saut. Alors déjà, je ne l'ai pas fait seule. Je n'aurais pas créé toute seule. Je l'ai fait avec mon associé, qui est toujours mon associé, qui s'appelle Thibaut Munier. On était en fait en master recherche ensemble en DEA. C'était amusant parce que le premier jour de la rentrée, on se présentait donc à la suite. Moi, je ne connaissais pas. Et donc, je me présente, je dis voilà, je m'appelle Lisa Luscos, je rentre des États-Unis où j'étais en MBA
Voilà, et je fais un master recherche parce que je veux faire du digital globalement. Thibaut était juste derrière moi dans la rangée et a dit: «Bah, moi pareil en fait, sauf que, moi, le digital voilà, mais moi, je suis un peu en avance et du coup, je perds un peu je perds un peu de temps en gros, parce que je trouve que je suis un peu jeune pour travailler». Parce que lui, il avait fait l'EM Lyon et il avait pas mal d'années d'avance et du coup, il se disait quand même que, il pouvait prendre son temps. Donc il était là, il était en master recherche pour prendre du Il temps. cherchait à s'occuper. Voilà, pour prendre son temps et donc on s'est rencontrés, on a fait des choses assez amusantes en DEA. Pendant cette année, on a monté des conférences et puis on a commencé une thèse ensemble où en fait, je lui dois beaucoup parce que, à l'époque, il y avait une bourse, donc ce qu'on appelle une allocation de recherche, donc tu es payé par l'État pour faire ta thèse. Il y en avait une, il était premier et ça allait au premier. Il a renoncé à sa thèse parce qu'il a fait une thèse CIFRE avec Air France, donc une thèse en entreprise. C'est fabuleux le CIFRE en France. C'est un des trucs les plus intelligents qu'on ait. C'est vraiment la capacité pour les entreprises à financer des chercheurs, à financer des thésards. Donc lui, il m'a laissé sa thèse, sa bourse, puisque j'étais deuxième. Et donc j'ai pu être payée pour faire ma thèse par ce moyen-là. Donc voilà, ben, on a fait des choses ensemble et puis un jour, moi j'ai eu cette idée, j'adorais le monde académique, mais c'était compliqué d'avoir des données, donc c'était compliqué de s'amuser avec de la donnée dans le monde académique. Je sentais bien que le monde digital, c'était un monde qui allait très vite et finalement, pour avoir de l'impact, il fallait être dedans. Et donc, mon moteur, c'est pas un moteur super sexy pour entreprendre, mais ça a été la peur de regretter. J'avais peur de regretter de ne pas l'avoir fait. Et donc, c'est pas super excitant comme moteur, disons ça comme ça, mais c'était le mien. Et je n'en ai parlé à Thibaut qui m'a dit: «Tu me promets, on finit nos thèses?» Je dis: «Mais bien sûr, on finira nos thèses». Bon, ça fait un peu plus de 20 ans, nos thèses ne sont pas terminées. Mais un jour viendra. Mais nous sommes toujours en suspension et je ne désespère pas à la retraite de finir ma thèse parce qu'il ne faut pas laisser les choses inachevées. Mais vous en parlez vraiment? Bien sûr. On est toujours en suspension pour création d'emplois. Très bien. Et je tiens mon statut de suspension pour création d'emplois. De fait, nous créons des emplois, hein, même pendant la période de Covid, on a continué à être en création nette. Donc, voilà. Et donc, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, ni lui ni moi n'avions, on va dire, d'antécédent familial. On dit un des grands moteurs de l'entrepreneuriat, c'est le milieu familial. Alors, c'est pas du tout notre cas. Comme quoi, il n'y a pas de stéréotype à avoir en tête. Enfin, on peut, que ce soit des points de culture familiale, des points d'éducation, de cursus, des points de genre, hein, parce qu'on a quand même un gros problème de gender equity dans l'entrepreneuriat. Tout est possible. Il faut pas se dire que ça l'est pas. C'est vrai que quand on prend un peu de recul et qu'on pense à Isolis, née dans l'Aveyron, dans une famille que rien ne prédestinait à l'entrepreneuriat, qui était plutôt, voilà, d'après ce que je comprends, dans le secteur du terroir, comme tu disais, en plus avec des études très académiques, enfin poussées académiques, on se dirait mais rien ne te prédestinait à ça. C'est quand même fou de se dire que non seulement tu l'as fait, mais tu l'as fait avec le succès qu'on connaît aujourd'hui et le développement très fort. Donc non seulement c'est possible, mais en fonction des personnes avec lesquelles on s'entoure, de la personnalité, etc., ça peut très bien marcher. Donc c'est hyper rafraîchissant de voir cet exemple et c'est pour ça que j'étais aussi contente de t'avoir. Alors, tu crées Mine Merci et donc, si je comprends bien, au début, tu vas adapter ta thèse au terrain et tu vas utiliser le terrain comme un laboratoire, en fait, finalement, si j'ai bien compris. Et puis, ça commence à marcher, quoi. C'est ça qui se passe, en fait, si je comprends bien. Mais complètement. Ça commence à marcher. Nos premiers clients, en fait, ont été des boîtes américaines qui arrivent en France. Le premier, ça a été Amazon. Le deuxième, Expedia, hein, puisqu'à l'époque, c'était la JV avec la SNCF. Donc, Voyage SNCF, qui était Expedia et la SNCF.
Et donc, effectivement, on avait un modèle B2C où on collectait de la donnée, qu'on a revendu depuis, et puis on a commencé à avoir des clients et à faire le métier qu'on fait, c'est-à-dire vraiment accompagner des entreprises pour être plus intelligents sur les canaux digitaux avec la data. Et ça a effectivement commencé, et là, on est né le 23 février 2000, donc quand même un timing bien pourri. Là encore, on C'est dit clair. tout ça, le sens du timing, c'est important. Alors, c'est pas terrible chez nous, le sens du timing. Fait pas partie de tes plus grandes qualités, quoi, le sens du Non, timing. pas du tout. En plus, moi, on a monté la boîte juste avant l'explosion de la bulle. Moi, j'avais ma fille aînée qui est née en septembre 99, donc il y a moins de 6 mois. C'était pas un timing de rêve, c'est pas grave. Et on est arrivé à peu près en juillet où on commençait à être cash out, et donc il fallait aller lever de l'argent, ce qui n'était pas la meilleure période, objectivement, parce que quand même le crash avait été très très sévère, quoi. Justement, si on reparle de ces débuts, après on parlera de la suite, mais si tu te rappelles, c'était quand même il y a 20 ans quand on y pense, de cette période, je pense qu'elle était assez différente quand on crée une entreprise de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous prendre par la main et un peu me retracer finalement quelles ont été les grandes étapes, tu vois, de votre développement à ce moment-là et puis du lancement, quoi, tout simplement? Alors oui, c'était assez différent. Déjà, par exemple, ouvrir un compte bancaire, ça s'est beaucoup simplifié, hein. C'est-à-dire, nous, on avait un chèque à l'époque, je sais plus, pour créer une ESA, je crois que c'était 150 000 francs, donc on avait fait du Love Money, et on avait un chèque de 150 000 francs que nous n'arrivions pas à déposer parce que nous n'arrivions pas à créer un compte bancaire, et j'ai des souvenirs de rendez-vous mémorables avec des banquiers où on arrivait quand même avec notre business plan, plus ou moins, parce que on n'a jamais vraiment écrit, mais en tout cas notre feuille d'intention, disons ça comme ça, et où le mec très gentil, au demeurant, nous dit: «Ce serait un petit peu comme une boulangerie, mais sans boutique et sans vraiment de choses à vendre dedans». Il vous dit ça, Il nous dit ça. traduction de ton business. Et alors on lui dit: «Un peu, assez loin quand même, assez loin, mais bon, peut-être que le comité des» parce qu'à l'époque ça passait en comité pour ouvrir des comptes. Je sais pas, voilà, donc évidemment on nous a pas ouvert de compte, et on a fini par trouver un endroit où une femme d'ailleurs nous a ouvert un compte, et on est resté fidèle à cette banque depuis. Alors maintenant on est obligé d'être multibancarisé parce qu'on est coté, mais ça reste notre banque principale, et on leur doit finalement d'avoir pu commencer. Donc, et ensuite, on arrivait, oui, en juillet, on arrivait cash out, donc il fallait lever de l'argent, et là, on a eu de la chance. Il restait quelques VC malgré l'explosion de la bulle. On a fait quelques tours, dont un rendez-vous mémorable où on avait quand même fait une vingtaine de slides pour expliquer notre vision de la donnée, notre métier. Alors à l'époque, Internet, c'était vu comme un média, c'était vu comme un magasin, mais c'était pas la vision data, elle n'était pas du tout là. Donc on parlait quand même un brin chinois. Et donc on commence le rendez-vous, et puis mon associé, au bout de 4 slides, je pense, dit: «Bon, on va y aller». Je dis: «Bon, écoute, tant qu'à faire, on est là, on va finir». En fait, il reste qu'un slide, le monsieur est là, il est gentil. On refait 2 slides, il dit: «Non», mais il regarde le monsieur qui est devenu un copain depuis, il lui dit: bon, vous investirez pas en vérité, c'est pas du tout dans vos». Alors le mec dit: «Je sais pas, c'est pas une période facile, puis bon, c'est vrai que j'ai pas vu tous les slides». Et donc mon associé dit: «Écoutez, on va vous faire gagner du temps, nous aussi on y va». On se retrouve dans l'escalier, je dis: «Mais Thibaut, tout de même, enfin, on aurait pu finir». Et Thibaut me dit: «J'ai mis des chaussures neuves, j'ai hyper mal aux pieds». Donc non, on va pas finir, on va y aller. De toute façon, il n'aurait pas investi. Donc on n'a quand même pas eu que des rendez-vous difficiles, pourtant c'était un très beau fond. Et on a fini par avoir Marc Simoncini qui avait vendu e-France et qui a investi chez nous par hasard. On l'avait rencontré à une conférence, et voilà, il a investi chez nous 5 millions de francs à l'époque. À l'époque, c'était dément comme somme, en fait, déjà. Ouais, pour un business angel, ouais, c'est bien sûr. sûr. Donc, on a une histoire capitalistique un peu particulière, puisqu'on a eu un business angel, jamais de private, et on a fait une IPO directement dessus. C'est quand même fou.
c'est très particulier pour les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément le monde de l'investissement, mais c'est vrai que un seul business angel, donc une personne qui investit dans l'entreprise sans passer par des fonds et ensuite rentrer en bourse, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient dans ce cas-là is the list. Donc, du coup, ça a dû être intéressant. Et justement, l'interaction que je peux imaginer avec Marc Simoncini, elle était très importante parce que quand tu as une personne qui est aussi prévalente quand même au capital, tu es obligé à un moment donné de pas mal collaborer avec lui. Est-ce qu'au moment où vous avez eu l'opportunité de travailler avec lui, vous vous êtes dit, OK, il va falloir quand même qu'il nous choisisse, mais qu'on le choisisse. Enfin, quel est ton regard maintenant avec du recul, pas forcément sur Marc Simoncini, hein, mais sur l'association et sur le fait qu'à un moment donné, justement, c'est ton entreprise, c'est toi qui es vraiment les mains dedans, mais tu vas avoir des personnes qui vont collaborer avec toi, qui vont certainement avoir des avis et avec lesquels il va falloir interagir. Bien sûr. Alors, je peux d'ailleurs en avoir un sur Marc parce que c'est quelqu'un de très intéressant dans la façon dont il a investi chez nous. C'était très, très intéressant. Il a été super malin et il a eu un accompagnement vraiment de grande qualité. Globalement, je pense que c'était son deuxième investissement et bon, enfin, tout le monde peut calculer, hein. Il est rentré sur une valo à 25 post-monnaie en millions de francs et il est sorti sur une valo à 140 millions d'euros. Donc, il a bien gagné sa vie. Hein. Et j'en suis ravie parce que sans lui, on n'aurait pas fait ce chemin. Alors, comment il est arrivé dans l'aventure et comment il nous a accompagnés? D'abord, je pense que c'est difficile de moins se ressembler avec Marc. Donc déjà, il a eu le courage d'investir dans une boîte avec des gens qui lui ressemblaient juste pas. Marc, c'est vraiment pas quelqu'un d'académique, c'est un serial entrepreneur. On vient pas du même monde, quoi, mais du tout, du tout. En plus, je suis une fille, hein, quand même, donc c'est un garçon, ce qui fait une différence. Mais une fois, je me souviens, on avait fait une conférence tous les deux, un mec lui dit: «Mais quand même, vous avez investi, c'est dans une boîte de c'est une fille?» Alors Marc lui a dit: «Ah, je j'avais pas remarqué, ouais, vous avez raison, c'est une fille, ouais». Et donc il a eu cette intelligence-là de faire confiance à des gens qui lui ressemblaient pas. Puis nous, avec Thibaut, on n'avait quand même jamais travaillé de notre vie, enfin dans une vraie boîte. Non, mais c'est-à-dire, moi, j'ai jamais travaillé dans une autre boîte que la mienne. J'ai été chercheur, j'ai été ancien prof, mais j'ai jamais bossé dans une boîte, quoi. Et Thibaut, il faisait sa thèse chez Air France, qui est quand même un peu particulier, on va dire. Donc, ouais, on cochait pas beaucoup de cases classiques. Et puis, quand il a investi chez nous, il nous a dit, bon, j'ai hésité, je me disais que j'allais m'acheter un bateau, et puis finalement, je me dis que vous pouvez pas faire pire qu'un bateau. Et c'est donc, pas faux. ce qui est pas faux, hein, voilà. Et donc, il nous a quand même énormément désinhibés, il nous a donné beaucoup de liberté. Et il nous a suivis avec cette liberté-là et avec, je pense qu'on avait un côté bons élèves, hein, et que justement, il avait envie d'aller libérer un peu d'énergie autour de ça. Je me souviens d'un conseil d'administration, je ne sais pas en quelle année, peut-être 2008 ou... Ah oui, ben oui, dans la crise de 2008, parce qu'après Non, avant, pardon. Donc c'était avant l'intro, peut-être 2004 ou je ne sais plus. Où il nous a dit, parce qu'on fait beaucoup de R&D chez nous, hein, et on continue. Moi, j'investis 10% de mon chiffre d'affaires en R&D, donc je fais plus de recherche que j'en faisais quand je faisais vraiment de la recherche académique. Hein. C'est de la recherche académique, mais en étant à l'extérieur, on a beaucoup de chiffres. Et donc, je me souviens de Marc nous disant, je n'avais pas compris que j'investissais dans une université. Mais et donc, on lui avait dit: «Ouais, mais c'est important, si on veut construire quelque chose de solide, si on veut apporter de la valeur, il faut vraiment qu'on investisse». Et il nous a toujours fait confiance, en fait. Il nous a toujours fait confiance, il nous a toujours challengés, mais ça a été extrêmement bienveillant. Et bien sûr, Pauline, tu le disais, s'associer, alors déjà s'associer avec un partenaire et puis s'associer avec des investisseurs. Je pense qu'il faut être certain d'être aligné et aligné sur l'horizon temporel aussi.
Parce que à la fois dans les décisions stratégiques et dans l'horizon temporel que vous avez, ou dans la capacité à être élastique avec cet horizon temporel, c'est extrêmement important, parce que sinon, enfin, la Silicon Valley là-dessus est très intéressante. Il y a un complet écart entre le temps des investisseurs, qui est en gros un temps à 4 ou 5 ans, et le temps des fondateurs, qui est un temps qui est beaucoup plus long. Et donc ce désalignement, il fait perdre beaucoup de valeur. Donc, je pense il y a plein d'alignements qu'il faut aller chercher, effectivement, avec des investisseurs, au-delà du plaisir qu'on peut avoir à passer du temps et de la valeur qu'on donne aux recommandations, quoi. Au-delà de Marc et de tout ce travail aussi de R&D qui, j'imagine, est vraiment au cœur du succès de Mille Merci, vous avez quand même réussi donc l'introduction en bourse en 2006. Et je suis obligée de te poser la question, maintenant que ça fait 20 ans que la boîte existe, pour toi, finalement, qu'est-ce que vous avez fait mieux que les autres? Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, vous êtes complètement sorti du lot et que en marketing, alors marketing digital, tu vas me dire c'est pas le bon mot, mais comment le dire simplement, tu vois, vous avez réussi à émerger, en tout cas en France, et maintenant on va le voir après à l'international, d'une manière que peu d'entreprises en France ont réussi à faire. Je pense que les facteurs, c'est la capacité à se réinventer. On parle de pivot. Nous, on a pivoté des petits degrés en permanence. C'est le fait qu'on a toujours stické à notre vision, qui était de dire euh, le digital et la data dans le digital changent la façon dont on fait du marketing, et nous, on va être les meilleurs pour accompagner les clients, pour être pertinents pour les consommateurs. Donc vraiment cette recherche de la pertinence. Et ensuite, le fait d'avoir des collaborateurs qui ont su grandir avec la boîte et qui ont une obsession de la qualité de l'exécution, parce qu'à la fin de la journée, ce que voient les consommateurs, c'est ce qu'on exécute, c'est pas la strat. Donc c'est vraiment la capacité à think and do at the same time. Et c'est ce mélange-là et cette envie-là. Et le fait de sticker à ça un peu contre parfois vents et marées, enfin en tout cas d'avoir la liberté de le faire. Donc quand même au cœur de la réussite, il y a la liberté, et cette liberté, c'est plein de choses, mais c'est entre autres son actionnariat, bien sûr, et la capacité décisionnelle que donne son actionnariat. Et après, c'est l'envie, et c'est aussi un peu de patience, hein. Mon associé dit toujours ce qui compte, c'est le plaisir qu'on prend dans le chemin. Moi, je suis quelqu'un de plus impatient que ça, c'est pas ma nature. Et il a raison, en fait. Si on se dit qu'on va être heureux que quand on atteint un certain but, la probabilité qu'on soit heureux est très très faible, en fait. Et donc, cette espèce de plaisir au chemin et d'emmener les gens sur ce chemin-là, voilà, ça fait partie de ce qui nous a permis de grandir. Et puis des gens, enfin, la première personne qui nous a rejoint, qui est Julien Chailloux, est quelqu'un d'extraordinaire. Il est toujours là, et il y a encore plein de gens qui sont arrivés, Dorothée, Alexis, plein d'autres, qui sont arrivés il y a presque 20 ans. Et donc, on a grandi ensemble, en fait. On a vraiment grandi ensemble, et on a grandi ensemble en sortant d'école. Donc, on a eu peu de désapprentissage à faire, disons ça comme ça. On a fait les choses différemment sans savoir qu'on les faisait différemment. On a fait les choses en les faisant comme on avait envie de les faire, et sans avoir à désapprendre. La théorie des organisations, on l'avait lu dans les livres, mais on l'a jamais vécu dans la vraie vie. Et donc oui, on a pu être différent. Je pense, on a eu cette liberté-là. En fait, on a eu beaucoup de liberté. Tu parlais de micro-pivots, et je trouve ça intéressant parce que souvent les jeunes qui se lancent se disent, ou les jeunes ou les plus âgés qui se lancent se disent, bon, il faut que j'ai ma vision, et ensuite je trace ma route, et elle ne changera pas, quoi, d'une certaine manière. Et tu vois, le côté persévérance de l'entrepreneur souvent est associé justement au fait qu'il ne faut pas changer de vision. Alors, il y a la vision, et puis il y a le fait qu'il y a la réalité qui fait que
pour arriver à la vision, il faut pivoter certains éléments du business. Est-ce que tu aurais un exemple qui te vient en tête de certains pivots que vous ayez faits, d'autant plus que dans un domaine comme le marketing digital, je peux imaginer que les choses ont énormément évolué dans les 20 dernières années. C'est clair, hein, l'environnement tech a été incroyablement évolutif. Nous, quand on s'est lancé, le canal relationnel majoritaire, c'était l'email, qui reste un canal important, mais qui reste un canal parmi d'autres. Donc, on a déjà pivoté sur les canaux qu'on était capable d'adresser, et notamment un gros pivot qui était, il y a maintenant 9 ans, de racheter un trading desk pour pivoter sur le canal display, en fait, des bannières, donc qui était pour des gens comme nous qui viennent du CRM, on va appeler ça classiquement, même si c'est un peu galvaudé en France, mais disons du marketing relationnel, donc plutôt de la fidélisation. Le monde des médias, c'était un autre monde. Et donc ça a été un pivot très important dans notre perception de notre métier. Maintenant, le cœur de la vision, il est resté vraiment solide. Et donc, c'est bien cette différence qu'il faut faire entre le cœur d'une vision et ensuite la capacité de s'adapter à la fois aux évolutions de son environnement et avec pragmatisme, hein. C'est pour ça que la stratégie, c'est un mot dont je me méfie beaucoup. Parce que évidemment il faut projeter, évidemment il faut avoir de la vision, mais il faut surtout pas que ça soit au détriment du pragmatisme et de la flexibilité et du plaisir de faire. Et donc c'est bien allier les deux qui est important et pas les opposer. Et ça je pense c'est une marque de fabrique des gens de chez nous. J'aimerais parler un peu d'international. Donc vous avez fait le choix quand même assez tôt finalement, j'ai l'impression de partir à l'international, ce qui est quand même assez peu commun pour des boîtes françaises et surtout ce qui est rarement un succès. Quelle a été, alors j'utilise le mot stratégie, désolée, mais quelle a été votre stratégie justement pour cette nouvelle étape? Comment est-ce que vous y êtes pris concrètement? Alors on a fait un peu de test and learn et un peu de fast fail, comme diraient les Californiens. Donc on a testé sur l'Espagne avec un modèle classique. On a pris quelqu'un là-bas pour aller développer un bureau et on a fail assez fast en 18 mois, je dirais. On s'est dit non, c'est pas bon. Donc après... Désolée, mais pourquoi ça marchait pas? Qu'est-ce qui... parce que je pense qu'ils connaissaient pas assez intimement nos métiers et donc on n'arrivait pas à scaler en fait. On est en train de réinventer quelque chose alors que ce qu'il fallait c'est vraiment aller chercher du scale sur les métiers sur les métiers corps du groupe. Donc ensuite on a commencé à lancer des bureaux avec des gens qui avaient travaillé chez nous, donc en les mélangeant avec des gens qui connaissaient le marché. Et là, on a commencé à ouvrir des marchés en endogène, puisqu'on a fait des rachats, mais jamais à l'international, parce que c'est rare, hein. Intégrer une boîte, c'est déjà coton, mais alors intégrer une boîte à l'international, là, c'est méga coton. Ouais, mais je disais c'est rare parce que je trouve que dans le milieu de la pub, alors ce qui n'est pas votre cas au final, mais du coup on a l'impression que c'est un univers commun, tu vois, avec le marketing. Très souvent, les agences font de la croissance externe en achetant plein de boîtes finalement et du coup en devenant beaucoup plus gros comme ça. Et vous, ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement que vous ne faites pas ça. Vous créez de manière endogène, comme tu le dis. Tout à fait. Beaucoup plus de boulot. Tout à fait. Oui, c'est plus lent, mais je pense que c'est plus solide. Et c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, si tu regardes le funnel, hein, parce que nous, le CRM, on est dans le bas du tunnel, dans du funnel de conversion, on est après l'achat et le média, c'est plutôt en haut du funnel de conversion. Et nous, on remonte dans ce funnel-là, puisque depuis presque 10 ans, on fait de plus en plus de displays, mais avec les savoir-faire qui viennent du CRM, donc la donnée comme levier principal. Donc, dans ce monde-là, effectivement, tu as complètement raison. C'est un monde qui a beaucoup travaillé en faisant de la croissance externe, en acquisition, mais c'est un monde où il y avait beaucoup moins de technologie. C'était un monde du commerce, beaucoup.
et nous, dans nos métiers, le socle technologique est extrêmement important. Donc, du coup, je pense que la croissance endogène est plus durable et apporte plus d'expertise et de qualité aux clients. Donc, on a lancé comme ça les bureaux, Londres, bien sûr, c'est Dorothée. Chez nous, beaucoup de bureaux sont dirigés par des femmes, hein. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais le gender equity, c'est vraiment un truc super important pour moi et globalement pour tous les gens chez Numberly. Donc Dorothée, on a Dubaï aussi qui a un très beau bureau, et puis plein d'autres. Et on trouvait ça un peu lent. Et donc, on s'est dit avec mon associé, bon, c'est comme j'adore quand Hubert Joly, que j'adore, d'ailleurs, je vous invite à lire son livre, il est vraiment exceptionnel. Quand Hubert Joly dit to do change management, you need to change management. Ce qui est assez vrai. Quand tu veux faire de l'international, il y a un moment, va à l'international. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit de faire, ce qu'on a fait. Et on est parti, et mon associé et moi, aux États-Unis en 2013 pour aller accélérer ça. Et fondamental, ça a été un accélérateur assez violent. Alors, c'est lent, hein, c'est long l'international. De toute façon, tout est toujours plus long que ce qu'on aimerait. Mais c'est assez passionnant. Et là, on a la chance d'accompagner des clients vraiment très, très internationaux, soit d'origine française, comme un Sanofi, par exemple, ou un Ipsen, si on prend la pharma, ou pas du tout comme... par exemple, un Procter qu'on accompagne dans beaucoup de pays. Donc voilà cette dimension internationale, comment elle a grandi. Toi qui as été sur place, donc 5 ans, si je ne me trompe Ouais. pas, c'est quand même fou et tu dis c'est plus long que prévu. Je pense que, je ne sais pas si tu te disais que ça allait être 5 ans quand tu y as été. Non, pas du tout, non. Non, on avait dit à l'équipe on part 1 an au Voilà. départ, hein, et puis voilà, ça a un peu duré. Ouais. Donc tu es parti avec tes enfants bien sûr, mais est-ce que tu pourrais me parler, au-delà de ta vie, comment elle a changé, finalement quelles ont été les différences que tu devais peut-être connaître, mais les différences fondamentales que tu as vues entre des boîtes américaines et des boîtes françaises? Et peut-être la deuxième question corollaire, c'est du coup, en quoi est-ce que vous avez changé aussi chez Numberly suite à cette internationalisation? Alors, pour moi, la grande différence, c'est la notion de scale. Moi, quand j'allais avant aux États-Unis, en particulier en Californie, puisque quand même c'est le cœur de la compétition mondiale dans nos métiers, hein, la Californie, chaque fois les mecs me parlaient de scale, je disais ok, certes, mais... Et quand tu es sur place, tu comprends en fait leur vision. Quand tu es en Europe, il n'y a rien à faire. La taille du marché limite ta vision, et la diversité des marchés, la complexité entre les marchés fait que tu n'as pas cette vision de scale aussi forte. Scale, pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'effet d'échelle. L'effet d'échelle, complètement. Ce qui est vraiment la capacité à se dire, je fais un test et après j'étends. J'étends vite et j'étends fort. Et ça, du coup, c'est en fait un problème de dimension. Et c'est vrai que la France, c'est un marché compliqué pour ça, parce que c'est un marché à la fois petit, mais quand même assez grand pour monter des belles boîtes. Je veux dire, quand tu es, je sais pas, au Luxembourg, tu sais que si tu montes une boîte, tu n'as pas le choix, faut aller chercher du scale, il faut aller chercher plus grand si tu veux arriver à créer des emplois et à créer de la valeur. Mais on peut se contenter en France de ne pas exporter, c'est ce que tu dis. Complètement, ouais. Bien sûr, il y a des très belles boîtes qui sont françaises. Et donc, aux États-Unis, cette espèce d'obsession de la taille, d'obsession de l'échelle, c'est une vraie différence. Et c'est important parce que dans nos métiers, la taille est corrélée à la capacité d'investissement. Et pour être pertinent pour les clients, on a besoin de capacité d'investissement. Donc, c'est pas un choix. C'est pas un choix stratégique d'être internationaux pour Numberly. C'est indispensable. Vraiment indispensable. Donc voilà, pour moi, c'est ça la plus grosse différence. Et ce que ça nous a apporté, je dirais que ce que ça nous a apporté le plus, c'est de la désinhibition, en fait. Et c'était très désinhibant, cette période. D'abord, c'était désinhibant parce qu'on s'est rendu compte qu'on était au niveau. Et qu'il y a beaucoup de talents en France et en Europe sur les sujets du marketing digital. Globalement, on est bon en maths, on est bon en tech et on comprend bien les leviers du marketing. Donc,
beaucoup de désinhibition. Euh, on est au niveau. Quand on se bat, on est au niveau. C'est drôle que tu dis ça, je suis désolée de t'avoir interrompu, mais je réfléchissais quand on parlait à quel point il y a un complexe français, mais pas que, par rapport aux États-Unis, qui est vécu comme le Graal, comme là où en fait tout se fait. Et au final, les Américains eux-mêmes nous disent que les meilleurs ingénieurs sont très souvent français d'ailleurs. Complètement. Complètement. Et donc ça, c'était très désinhibant pour nous, mais pour les équipes aussi. De se dire, OK, quand on compite vraiment au cœur de la compétition mondiale, on est au niveau, on sort du résultat, on est choisi, et donc il n'y a pas de raison. Faut pas se bloquer. On parle de plafond de verre à titre individuel. Je pense qu'une organisation peut aussi se mettre des plafonds de verre. Et tu as parfaitement raison, Pauline. Je pense qu'en Europe, on s'en met pas mal. Cette envie aussi, moi, ça m'a apporté cette envie de défendre l'Europe quand même dans ce monde digital où on voit qu'on a un gros bloc américain, un gros bloc chinois, et l'Europe a peu de place. L'Europe, elle doit trouver sa place dans l'open Internet, elle doit exister dans le digital. Donc voilà, je pense, ça nous a donné envie de se combattre, de se battre, de ne pas être naïf et c'est à notre génération d'aller chercher ça. C'est à notre génération d'exister sur le digital et de ne pas se dire que la bataille est perdue. Parce que la création d'emplois, elle se fera dans ces secteurs et on doit être là et on doit être bon. Donc oui, ça nous a... Ouais, moi, ça m'a donné l'envie de me battre. T'estimes que l'entreprise, elle a changé du coup dans certains aspects, on va dire, plus fonctionnels suite à ton expérience personnelle aux États-Unis? Je pense qu'elle a changé en termes de gouvernance déjà, parce que quand tu as 2 cofondateurs avec 9 heures de décalage, c'est quand même particulier comme mode de fonctionnement. C'est un peu rock'n'roll quand même, objectivement. Donc la gouvernance. Vous étiez préparés pour le Covid, quoi. On était super préparés pour le Covid. Donc ça a eu un gros impact sur le mode de gouvernance. Et puis il n'y a rien à faire. La place que tu laisses aux gens, même physiquement en fait, tu laisses de la place ou pas. Et on dit sortir de sa zone de confort, etc. Là, on est sorti de notre zone de confort, mais on est aussi sorti de la zone de confort des autres et quelque part, on leur a permis de prendre cet espace, on l'a libéré cet espace. Des fondateurs, ça prend beaucoup de place, prendre de la place parce que c'est comme ça, parce que tu connais intimement chaque détail. Et donc, c'est quand tu es à l'autre bout du monde avec 9 heures de décalage horaire, il n'y a rien à faire, tu n'es pas là, quoi, physiquement. Donc ça, c'était assez intéressant. Je pense que oui, ça a beaucoup changé la gouvernance et aussi ça a libéré beaucoup d'énergie. Je passe complètement du coq à l'âne, mais tu m'as plusieurs fois évoqué le fait que la parité est un sujet hyper important pour toi dans le milieu de l'entreprise. On en avait déjà discuté il y a 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui te choque profondément, qui fait que tu as envie de t'investir autant sur des sujets importants comme celui-ci? Moi, ce qui me choque, c'est l'absence d'égalité de chance. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence dans la possibilité, dans la chance que quelqu'un peut avoir pour faire quelque chose dont il a envie en fonction de son sexe. Donc c'est bien, moi c'est ça qui me choque. Et j'ai envie que mes filles, j'ai 2 filles et un garçon, j'ai envie que mes filles aient les mêmes chances de faire ce qui les amuse que leurs frères. Et peut-être que ce qui les amusera, c'est, je ne sais pas, de faire du sport ou de faire de l'art, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimerais qu'elles aient les mêmes chances. Et donc, c'est bien ça qui me pose question. Et aussi, c'est un facteur
pour moi, au-delà de l'aspect moral, c'est un facteur de performance, la diversité, vraiment. Alors c'est pénible, hein, la diversité, c'est pénible. Parce qu'on est avec des gens qui réfléchissent différemment. Et c'est vrai dans la diversité de genre, c'est vrai aussi dans la diversité de background, hein, des gens qui ont fait des études plutôt tech, des gens qui ont fait des études marketing, statistiques, des gens qui n'ont pas fait d'études, ils vont avoir des raisonnements différents. Et donc, c'est plus fatigant quelque part. Mais c'est bien là qu'on va chercher de la perf. Si vous prenez 10 personnes qui ont exactement le même parcours et que vous les mettez dans une pièce, même s'ils sont ultra brillants, la décision sera moins bonne que si vous mettez 10 personnes différentes. Par contre, ça aura certainement été plus débattu, moins consensuel, donc pour certaines personnes moins agréable. Et pourtant, c'est important de frotter, de pouvoir se frotter. Donc, il y a une vraie différence aussi entre le fait de juste la tolérance et l'acceptation. Hein. C'est très différent de tolérer la différence que de l'accepter. Or, l'equity, elle vient dans l'acceptation de cette différence. Donc c'est un sujet important et je pense, moi honnêtement, quand j'ai commencé, je pensais que c'était plier le combat. Je pensais que ma mère et la génération de ma mère avaient fait le job. Et je pense qu'on était nombreux à penser ça. Et en fait, quand on arrive dans le monde réel, ouais, il y a une partie du job qui a été fait et bien fait. Et d'ailleurs, je les en remercie. Mais il reste un gros morceau du chemin. Un gros morceau du chemin. Quand tu regardes les statistiques sur l'entrepreneuriat, sur les femmes dirigeantes, sur les salaires, enfin, il y a un problème. Objectivement, statistiquement, numériquement, il y a un problème. Donc, c'est à notre génération de se battre et d'aller finir ce combat-là. Et moi, j'ai la chance de pouvoir avoir un impact au niveau de mon groupe. Voilà, on a un Gender Equity Index à 97 sur 100. On a été la première boîte française à avoir le label WeConnect, qui est vraiment un label super intéressant américain. Et on se bat dans notre groupe et aussi à l'extérieur pour essayer d'avoir le plus d'impact possible. Ouais. Et pour toi, finalement, le rêve à ce niveau-là, ça serait quoi? Ça serait un peu ce que décrivait Marc quand il disait « mais moi, j'avais même pas remarqué que c'était une femme ». C'est-à-dire qu'en fait, la différence, elle soit là parce que biologiquement, elle est là, mais qu'en fait, elle n'ait plus aucun impact sur une prise de décision. Ça serait quoi finalement, tu vois, le succès? Le succès, c'est que les gens prennent conscience de leurs biais, parce que le problème de Gender Equity, c'est un problème de biais. On a tous des biais. Et donc, il faut prendre conscience de ces biais. Ensuite, tu choisis en ton âme et conscience prendre des décisions qui désavantagent les femmes ou qui les avantagent. De fait, beaucoup de décisions sont prises en désavantageant les femmes parce qu'elles sont prises avec des biais qui ne sont pas du tout compris par les gens qui prennent ces décisions, y compris des femmes d'ailleurs. Hein. Les femmes sont malheureusement autant biaisées que les hommes. Donc, on a vraiment besoin que les gens comprennent leurs biais et du coup, en tiennent compte dans leur processus décisionnel. Pour moi, c'est ça la réussite. Et ça apporte quelque chose où tout le monde a sa chance. La chance d'exprimer ses talents, en fait, parce que c'est bien ça qui compte. C'est bien d'être capable d'exprimer ses talents et d'exprimer les talents qu'on a envie d'exprimer au moment où on en a envie. Voilà, on peut aussi changer de carrière, on peut être dans le business, et puis après, je sais que cette hétérogénéité, cette diversité dans le gratin, tu la mets beaucoup en valeur, et je trouve qu'elle peut être aussi dans la vie d'une personne au fil du temps. Donc il n'y a pas de programmation génétique. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à se battre.
Écoute, Isolde, je te remercie pour ton temps. Pour terminer, j'ai un petit jeu que j'aime bien, c'est ce que j'appelle le crible du gratin. C'est des questions qui sont des questions récurrentes, un peu plus perso, tu vas voir. La première, c'est est-ce que tu as vécu à un moment dans ta vie, dans ta carrière, un grand échec qui a été un peu ton grand échec formateur? Ça peut être, si tu as eu une erreur importante, si c'est pas un échec, mais disons un moment qui a été un moment difficile et douloureux pour toi, et surtout les enseignements que tu en as tirés. Bah, moi, j'en ai eu pas mal hein, d'échecs. Alors, j'ai une mémoire qui sélectionne plutôt les moments joyeux, mais ouais, bah, déjà, j'ai jamais eu de concours hein. En France, où l'obsession, c'est de faire prépa et d'avoir un concours. Alors moi, j'ai mon baccalauréat et j'ai jamais eu de concours. J'ai réussi une deuxième fois pourtant. Hein, après mon DUG, quand je suis rentrée à Dauphine, j'avais repassé les concours et je ne les ai toujours pas eus. Donc ouais, qu'est-ce que j'en ai appris? Bah, j'en ai appris que j'étais pas forcément... Ouais, je pense que je suis pas quelqu'un du sérail. Et j'ai appris aussi que c'était possible d'exister et d'exprimer ses talents en n'étant pas du sérail, en n'étant pas... Alors là, je vais parler de Paris, je vais pas parler du monde, mais en n'étant pas parisien, en n'ayant pas fait une grande école. C'est possible, on peut quand même exprimer ses talents en étant une fille en plus. Hein, quand même. Une fois, il y a un mec qui m'a dit « Ah, quand même, pour une fille qui a pas fait X, t'es pas si con. » Je dis « Mais tu entends ce que tu dis ?» Il devait être X, celui-là. Mais, j'ai dit, mais tu entends ce que tu viens de dire, en fait, il n'y a pas deux mots au moins qui te choquent? J'ai dit, et c'était assez étonnant. Donc, voilà, c'est ça, j'ai appris de ça, même si c'est sûr que sur le moment, ça ne m'a pas fait plaisir. Oui. Tu serais étonné du nombre de personnes qui ont répondu à cette question justement en me parlant de leurs études, comme quoi, mais c'est fou à quel point la France a fait que ces concours sont une croix qu'on porte toute sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en rappelle encore, tu vois, à 40 ans, je trouve ça quand même assez dingue quand on y pense. Bien sûr. S'il y avait quelque chose à refaire, tu vas me dire que tu n'aimes pas les regrets, donc il n'y a rien à refaire, mais je te pose quand même la question. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Je partirais plutôt aux US. Ouais. Je partirais 5-6 ans avant. Ah ouais. Alors que la boîte... bon, était déjà cotée en bourse, tu me diras, à ce moment-là, donc elle était déjà bien solide. Qu'est-ce que ces 20 dernières années, du coup les 20 dernières années de Numberly, t'ont appris de plus important? S'il y avait une chose, question un peu difficile, mais s'il y avait une chose que tu devais retenir, ça serait quoi? Niveau pro ou perso? Que l'impact qui, sur la durée, est le plus rewarding, c'est de créer de l'emploi. Et vous en avez créé beaucoup, donc j'imagine que tu dois te lever le matin souvent quand même. Enfin, en tout cas, les moments difficiles, tu peux quand même te dire ça pour compenser. Une maxime ou des mots de sagesse que tu pourrais partager avec nous, si tu vois une citation qui te plaît particulièrement, quelque chose comme ça. On fait des planches avec les arbres qui poussent droit. On fait des planches avec les arbres qui poussent droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que pour faire des choses de qualité, des jolies choses, c'est pas obligé d'avoir un parcours et un tracé rectiligne comme on essaye de nous l'expliquer en France, comme tu le disais très justement. C'est avec les arbres qui poussent pas droit qu'on fait les plus jolies marqueteries, qu'on fait les plus jolies choses. Une question pas facile, je te préviens, mais je l'aime bien. Est-ce qu'il y a une croyance, quelque chose que tu penses, qui est en fait plutôt controversé par le grand public, par le bon sens commun, dirons-nous? Je suis quelqu'un de plutôt orthogonal, je pense, alors peut-être qu'il y en... Ah oui, je suis particulièrement contre la notion d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Alors raconte-moi ça. Je trouve que c'est honteux. En plus, c'est un truc, une pression qu'on met en particulier sur les femmes. C'est honteux. L'équilibre, l'équilibre, ça n'existe pas dans la nature. Hein. Tu étais à l'équilibre quand tu es mort. Donc, expliquer aux gens qui seront heureux si ils arrivent à trouver un truc qui n'existe pas, mais une espèce de plénitude où toutes les composantes de leur vie, je sais pas, donc sa vie perso, sa vie pro, du sport, je sais pas, faire du crochet peut-être, est parfaitement harmonieux, équilibré à un moment T.
c'est juste inepte, inepte. Et donc, le bonheur est dans le déséquilibre, l'équilibre et les envies changent, et il ne faut pas... Si tu passes 50% de ton énergie à te demander si tu es dans le bon équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, mais tu ne peux pas exercer tes talents. Enfin, c'est pas possible, en fait. Surtout avec une pression morale aussi assez forte, notamment, comme tu le disais, sur les femmes, de devoir passer un certain nombre d'heures avec ses enfants, etc. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, ça m'ulcère, en fait. Et toi, du coup, tu considères qu'il n'y a pas eu d'équilibre, mais ta vie, tu l'as gérée, en fait, en fonction de tes envies du moment, ça a changé. Est-ce que tu avais une réflexion à ce sujet, ou c'était plus porté par... Moi, j'ai fait plein de trucs mal, pas bien, et j'accepte. De toute façon, tu peux pas avoir 20 sur 20 tout le temps, hein. La vie, c'est pas un gros bulletin scolaire, hein. Donc ouais, j'ai fait plein de trucs pas bien, j'ai fait plein de trucs que j'aurais pu faire mieux. J'ai été très très peu aux réunions parents-professeurs de mes enfants. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux comme ça, parce que j'ai jamais eu un relationnel facile avec les enseignants, donc en même temps, peut-être c'est mieux pour eux, finalement, et leur avenir. Mais ouais, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, et alors, quoi. Et c'est pas grave. Et ils feront autrement si on parle de mes enfants, et moi, je ferai autrement demain. Et de toute façon, c'est quoi être parfait? Enfin, je dirais, est-ce qu'être parfait, c'est se conformer à ce que les autres attendent de vous? Est-ce qu'être parfait, c'est atteindre ses objectifs, objectif par objectif, jour par jour, millimètre par millimètre? C'est quoi? Donc, ouais, rater des trucs, accepter qu'on en rate, et puis essayer de faire au mieux, quoi, quand même. Écoute, je te remercie parce que je pense que ça va aussi déculpabiliser pas mal de personnes d'entendre ce genre de discours qui se mettent pas mal la pression justement sur ce sujet. Donc, je suis bien contente de t'avoir posé cette question. Et ma dernière, est-ce qu'il y a un livre ou des livres ou un objet culturel au sens large, si jamais t'es pas très livre, mais je pense que si, qui t'a particulièrement marqué et que tu pourrais nous recommander? Ah ouais, il y en a plein, je suis très très livre. Mais quand même, je dirais John Reel. John Reel? John Reel, D'accord. Jorn, avec une barre là sur le haut, c'est un gars du Nord, Riel. Il en a fait plein, La Vierge froide et autres racontars, c'est exceptionnel. C'est des thrillers, c'est du roman Pas policier, du pas du tout. tout? Alors vraiment Alors, je connais pas. pas du Ah non, tout. moi je suis hyper peureuse. Je suis incapable de lire ou de regarder J'aurais pas imaginé, tu vois. Ah non, mais c'est pas possible. Je suis incapable. Donc, si un de mes enfants se foutent de ma gueule, bref. Donc, ouais, c'est magnifique. Ou Et c'est quel l'enfant qui voulait devenir un être humain. C'est que des histoires qui se passent sur la banquise. Alors, je ne suis jamais allée sur la banquise, mais c'est une écriture, c'est tout petit livre. C'est une écriture incroyablement ciselée, incroyablement évocatrice. C'est absolument magnifique. Et il raconte des histoires, en fait, mais avec ouais, beaucoup d'élégance. Écoute, tu me donnes envie. Banquise pour cet été, ça me paraît être un très bon programme. Isolde, je te remercie pour ton temps. Je te remercie de m'avoir accueilli ici chez Numberly. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter, peut-être aussi où te retrouver si jamais on veut, alors évidemment peut-être devenir client, en tout cas se renseigner sur Numberly, aller sur le site, et puis peut-être pour te suivre directement, il y a aussi un moyen de le faire ou... Ouais, moi j'ai c'est LinkedIn, plein d'endroits, du LinkedIn notamment, ouais, où ouais, on essaye de produire du contenu. Moi j'adore produire du contenu entre le monde académique et le monde réel. Donc, pour les gens qui aiment le marketing, on fait des trucs assez marrants en termes de contenu ouais, académique ou sur des notions un peu, je sais pas, par exemple, là, on a fait un podcast sur le nudge. C'est quoi le nudge et comment, c'est quoi le fondement académique? C'est assez marrant. Si ça vous amuse, ouais, c'est rigolo. Et comment s'appelle le podcast, du coup? Je le connais pas encore. Ça s'appelle Marketing Reboot. Et ben, Marketing Reboot, je mettrai ça dans les notes aussi. Le site de Numberly, je crois que vous avez une newsletter, c'est ça? Ouais, et puis on a un site et les LinkedIn, ouais, mon LinkedIn, celui de la boîte. Et puis après, ben, sur la partie gender, voilà, toutes les
il y a pas mal d'interventions, nous on fait pas mal de conférences et faut continuer à en parler avec une parole libre. Mmh. C'est important. Merci Isolisse. Merci Pauline.